Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the strike. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On se retrouve pour le numéro 198 pour faire un point sur le championnat mondial de Supersport et le championnat mondial féminin, mais surtout sur la saison de nos 7 Français qui sont présents dans le paddock. Et pour cet épisode, je suis très heureuse de retrouver à nouveau mes acolytes qui regardent le Superbike, Thibaut et Gweno. Comment ça va les garçons ? Salut Ophélie. Bah écoute, ça va très bien. Salut. Bah impeccable, ça va, merci. Alors les garçons, on va faire rapidement le point sur le championnat. Déjà, quelles étaient vos attentes en début de saison par rapport à ce championnat avec les peu de changements qu'on a pu y voir par rapport à la saison dernière ? Et bah moi j'attendais de voir un peu un Challenger sur une Yamaha qui passait de Kawasaki à Yamaha, voir ce que ça allait donner, voir ce que pouvaient donner les pilotes qui étaient auparavant en Moto 2, un Ben Snyder qui est arrivé en fin de saison dernière et qui a tout de suite fait podium victoire. Je me suis dit waouh, peut-être qu'il est très bon. Voir aussi un peu un Hottel sous la Ducati plus ou moins officielle. Et puis l'arrivée de Massia qui a fait une saison catastrophique en Moto 2 et voir ce qu'il pouvait donner en super sport. Et en plus, comme je l'aime bien, je me disais allez, peut-être qu'il pourra enfin gagner une course. Voilà. Et puis après pour les équipes, je m'attendais quand même à un duel entre Ducati et Yamaha. Toi aussi, Gweno ? Moi j'avais très hâte de voir ce qu'allait donner la R9. Je suis pas déçu du coup, parce que c'est vrai que ça marche fort. Et puis évidemment, j'attendais encore des progrès de la part de Triumph. Et pour l'instant, je suis pas trop déçu, ça. On va faire un point rapide sur l'ensemble du championnat. Aujourd'hui, c'est Stefano Mandi, après 8 manches, qui tient la tête avec 294 points. Kanonshu avec 235. Jaume Masia avec 191. Tom Bofamos avec 188. Boben Schneider avec 172. Et derrière les Français, on va avoir Lucas Mayas avec 150. Valentin Debise avec 119. Et un peu plus loin derrière, Corentin Perolari avec 46. Et Loïc Arbel, que je n'ai pas dans ma liste des résultats puisqu'il est très loin, mais cela s'explique parce qu'il 30e parce qu'il s'est blessé. On va en parler juste après. Mandi, cette saison, Thibaut, c'est 7 victoires et 12 podiums en 16 courses. Est-ce qu'on peut dire qu'il est imbattable cette année ? Quasiment, ouais. Bah, en fait, c'est un peu comme Toprak en Superbike. En gros, c'est soit victoire, soit deuxième. Alors bon, il a eu 3 courses en dehors du podium, mais en fait quand il termine les courses, quand même une fois sur deux, enfin 2 fois sur 3, il est sur le podium, il est premier ou deuxième, et le titre devrait pas lui échapper en fin de saison. Ouais, je pense que Gweno, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le fait que le titre va lui arriver en fin de saison, mais sur le pilote en lui-même et sa saison, qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors moi c'est pas un pilote que j'apprécie, mais je trouve qu'il est récompensé de sa saison dernière où on sentait que il avait le potentiel, mais la moto était pas assez bonne face au Ducati. Et là cette année il montre que avec la R9 il est vraiment à l'aise et il domine vraiment le championnat. Donc non, je trouve qu'il est récompensé pour sa belle saison de l'année dernière. Ouais, mais comme tu dis, l'an dernier il est vraiment pas loin du titre au final. Il est à une 20aine de points du titre face à Huertas sur la Ducati. Et puis, ce qui est intéressant quand même pour Mandi, c'est qu'il est en progression depuis qu'il est arrivé dans le championnat. S'il avait déjà terminé deuxième en 2023, deuxième en 2024. Là, le titre, il est quand même très très bien parti pour. Il est souvent quand même sur les podiums depuis qu'il est arrivé dans le championnat. Donc non, je trouve ça bien et normal en fait de voir un pilote évoluer comme ça, c'est quand même sympa. Et puis donc après il a déjà signé pour l'an prochain dans l'équipe Yamaha GRT à la place d'Eigerter, donc c'est logique là aussi de le signer déjà pour la saison prochaine.
Et derrière lui, on a Honshu qui fait une belle ascension aussi cette année, puisqu'il a quand même 235 points, donc il se laisse pas trop distancer. Il a trois courses, un peu plus de 3 courses de retard, mais je le trouve assez impressionnant cette année, une saison où il se blesse pas, enfin. Ouais. C'était un peu son faible, et où il arrive à mettre à profit ce qu'il apprend à l'école Sofoglou avec Toprak, etc. De toute façon, comme on peut voir son frère en Moto 2. Gueno, est-ce que tu es impressionné par la saison de Canonchu ou tu te doutais un peu du potentiel du pilote et il est là où tu attendais le voir? Non, pour le coup, je suis assez surpris. Je pensais pas le voir. Je pensais le voir meilleur que ce qui montrait jusqu'à là, mais pas à ce point-là et aussi solide tout au long de la saison. Ouais, alors moi, c'est pas vraiment surpris. C'est tout simplement ces 2 dernières saisons qui n'étaient pas très bonnes. Enfin, surtout la saison dernière, où il a eu énormément de mal sur la Kawa. Parce que, comme tu dis, Ophélie, en 2023, il rate la moitié de la saison. Et même quand il revient, après, il était pas dans le coup, alors qu'en début de saison, en 2023, il jouait les victoires. En 2022, il est quand même 3e du championnat. Faut pas oublier que Honshu, il a 22 ans. Donc il y a 3 ans en arrière, en fait, à 19 ans, il était déjà 3e du championnat. Donc c'était quand même c'est un pilote, quand il était arrivé, on se rappelle, en Moto 3 et en première course, il la gagne à Valence, en wildcard. En fait, moi, comme tu dis, c'est enfin. Enfin, en fait, on le voit au niveau auquel on l'attendait depuis des années. Moi, je suis très contente de le voir à ce niveau. C'est un pilote que je trouve assez intéressant à suivre et qui a un potentiel. Et je pense qu'encore une fois, c'est l'école qu'il a autour qui fait que et que Sofoglou, quand il va aller chercher, il sait où il met le nez. Mais du coup, c'est intéressant de voir ce qu'il est capable de faire et que quand Manzi sera parti, est-ce qu'il va réussir à faire face à un Mazia qui aura accumulé de l'expérience et qui serait capable d'aller se battre. Ça, c'est moi le petit point sur lequel je serais curieuse l'année prochaine pour lui, pour le reste de sa carrière. Ouais, et puis après, on verra aussi les autres pilotes qu'il pourrait y avoir l'année prochaine, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un pilote qui devrait jouer le titre s'il reste en Supersport l'an prochain. Parce qu'on l'a annoncé un petit peu, pourquoi pas en Moto 2 dans l'équipe Pramac avec son frère. Bon, honnêtement, finalement, non, Denise, il va chez Marc VDS, mais à un moment, on parlait d'un duo Honshu chez Pramac en Moto 2. Je pense pas que Pramac va prendre Chan Honshu, même si Sofoglou fait tout pour. Mais pourquoi pas aussi en Superbike. Il pourrait aller en Superbike. Ou alors rester en Supersport avec un contrat Superbike pour la saison 2027. Ouais, ça serait intéressant à voir. Derrière, on a Mazia, comme je l'ai dit. Mazia qui est le petit rookie cette année, qui nous vient quand même du paddock MotoGP et qui fait partie pour moi de ces pilotes qui n'ont pas fini là où on aurait aimé de ce côté, mais qui finalement, quand ils arrivent en Supersport, voire en Superbike, arrivent à aller se battre aux avant-postes. Gueno, qu'est-ce que t'en penses? Si tu me dis encore que c'est un pilote que t'apprécies pas, je coupe ton micro. Alors déjà, parce que ça suffit. Ce n'est pas un argument. Tu sais très bien que c'est un pilote que j'apprécie pas, mais en plus on a déjà discuté. Mais non, très belle saison, surtout après sa saison Qatar en Moto 2 l'an dernier, où il finit au fond des pâquerettes. Là, il rebondit bien et puis il montre des belles choses. Il fait des belles remontées parce qu'il se qualifie pas si bien que ça. Par contre, il fait des belles courses avec, j'ai l'impression, une meilleure gestion des pneus que la plupart des autres pilotes. Non, c'est vraiment... puis on sent qu'il est content d'être de retour en haut en tête de course. Donc non, ça fait plaisir pour lui. C'est une belle... il rebondit bien. C'est une belle saison pour lui. Ouais, bah après, Massia, en fait, faut rappeler, en fin de saison dernière, enfin en 2025, là, il devait continuer en Moto 2 avec son équipe. Qui au final a fait faillite au mois de janvier. Il a récupéré une Ducati un peu au dernier moment, début février là en Supersport, donc il avait fait aucun test avec cette moto, il est arrivé directement en première course sur cette Ducati. Moi, je suis un peu déçu, je m'attendais quand même à le voir plus souvent jouer le podium.
parce qu'au final, Ouais, il il a a... quand même 4 podiums et une victoire, tu vois. Ouais, voilà, mais toi, enfin, au début de saison, bon, toi, c'était 7e, 4e, 5e, il a eu du mal, en fait, à rester vers ce qui jouait, on va dire, le podium, et souvent, ouais, il galérait un peu quand même sur les fins de course. Maintenant, sur la fin de saison, il peut maintenant enchaîner des victoires. De toute façon, il n'est pas non plus champion du monde par hasard en Moto 3. C'est la saison dernière en Moto 2 qui a été catastrophique, où il s'est pas du tout adapté à la moto, à l'équipe qui était aussi plus que compliquée. Ils avaient aussi Ben Snyder l'an dernier qu'ils ont viré en cours de saison. Enfin, c'est une équipe où ça avait toujours été compliqué. Donc, à voir après pour l'an prochain. Mais s'il reste l'an prochain en Super Sport, pour moi, ça sera un des favoris pour le titre. Ouais, j'espère en tout cas. Derrière, on a un petit chouchou de Garner. On a Bof Samos avec une victoire et 7 podiums. Triomphe sur les avant-postes. Je pense que je n'ai jamais autant entendu parler de triomphe que depuis que je suis amie avec Gueno à cause de ce pilote. Gueno, à toi l'honneur. Fais-toi plaisir. Exulte puisque t'as pas pu le faire sur Garner. Non, bah déjà, il faut se dire qu'au premier GP, quand il fait deuxième à la course 1 et... Il est pas en GP, calme-toi Gueno. Non mais au premier GP, au premier Grand Prix si tu veux. Il fait deuxième et premier, moi je me suis dit ça y est, on joue le titre. Bon, je suis peut-être un peu emballé, mais non, en vrai, très belle saison et c'est cool parce que je pense que c'est vraiment un pilote talentueux. Or, sans parler de triomphe ni quoi que ce soit, il fait quand même 2 belles saisons en Super Sport 300 quand il arrive. Après, c'est un petit peu plus compliqué quand il arrive en Super Sport, mais c'est vrai qu'il a jamais eu des motos très, très compétitives non plus. Non, je suis content de le voir là où il est, même si Donington me reste en train de la gorge, parce qu'il aurait pu gagner, mais bon, tant pis. Il fait 2 fois deuxième, c'est pas mal. Mais non, je suis très très content. C'est cool de le voir là où il est. Et je me rappelle dans un live de Biz, et il avait dit que c'était un pilote très talentueux, qui irait loin. Donc je vais croire de Biz parce que ça me plaît. Donc très content. Le seul qui avait déjà dit du bien de Tom Boussamos, où j'avais entendu, c'était Simon Patterson. Oui, évidemment. Oui. Donc, voilà. Non mais voilà, fan de Dixon, fan de Quand il était en Moto 3, c'était bientôt le futur champion du monde MotoGP. On a vu ce qu'il a fait en Moto 3 et pas donc jusqu'à là non plus. Le voir 4e du championnat Super Sport, en fait, je me pose la question sur le niveau de ce championnat et c'est ça qui m'inquiète. Mais en fait, Gueno, c'est le Simon Patterson français. Non, mais toi, t'es fan des pilotes italiens, laisse-moi être fan des pilotes anglais. Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, c'est terrible, ça. Mais les pilotes italiens sont talentueux, c'est ça la différence. Oui, Gueno. bon, allez. Justement, Thibaut, tu parlais de Boben Schneider, Ouais. qui avait mal fini. 2 victoires, 6 podiums. Ouais, mais voilà, mais c'est un peu comme avec Bossamos. Déjà l'an dernier, il arrive, il découvre la moto, d'entrée, il te fait un podium. Cette saison, là, alors début de saison, il enchaîne les podiums, les victoires. Il a jamais rien fait en Moto 2 auparavant, pendant plusieurs années. Bon, bah tant mieux, c'est bien adapté à la catégorie, mais ouais, j'avais un peu peur en début de saison en me disant si c'est Ben Snyder qui est champion du monde, ce serait quand même bien, ça m'embêterait un peu. Bon, heureusement, la deuxième partie là entre Misano, Donington et Balaton, c'est bon, il était toujours par terre, donc il a eu du mal à marquer des points. Donc ça va, il a un peu reculé dans le classement, ça me rassure. Mais en vrai, la mauvaise foi de... tu parles du niveau, mais en fait, je pense surtout que c'est le niveau du mondial, du GP qui est vraiment extraordinaire par rapport au reste. En fait, c'est le problème, c'est que dès qu'on compare au Moto 2 ou Moto 3, tout le reste paraît insignifiant, alors qu'en fait, je pense que le niveau est loin d'être mauvais. Mais c'est vrai que forcément, quand tu vois un mec d'arriver moyen en Moto 2 arriver et performer, tu te dis bah c'est catastrophique, mais en fait, c'est qu'ils sont très très bons, quoi. Mais oui, mais comme tu dis, là, toi, sur l'année dernière, on parlait de l'Admasia qui a été catastrophique l'an dernier en Moto 2. Il était à 1 seconde 2 de la pole, en moyenne. À peu près, je pense, aujourd'hui, le Moto 2, entre le premier et le 20e, t'as 1 seconde d'écart. Hein, donc, ça se joue à rien. Donc, non, c'est sûr. Les garçons, est-ce qu'il y a d'autres pilotes dont vous voulez parler en Supersport avant qu'on aborde le sujet des Français dans la catégorie? Ouais, moi, je voulais parler des déceptions. Schroeter et Hottel, les 2 Allemands. Les 2 sont sur des Ducati.
Les saisons précédentes, on les avait vus. Alors Hotel, quand il avait été en Supersport avant le Superbike, il était à l'époque sur Kawa, il jouait devant. Schroeter, il jouait devant aussi l'an dernier. Et cette saison, chacun, ils ont un podium, mais c'est tout. Donc ça, c'est quand même pour moi les deux grosses déceptions. Et puis le dernier où je voulais parler, là, c'est quand même la très grosse surprise d'une course cette saison, c'est le Danois Simon Jespersen. On n'a jamais entendu parler de lui, on ne sait pas trop d'où il sort. Alors, il est régulièrement dans le top 15, il marque des points régulièrement, et là, en Hongrie, il fait 6e et 2e. Alors, ça va sûrement pas durer. Sur les prochaines courses, il fera peut-être plus jamais de top 10 de sa carrière, mais en tout cas, il a eu son moment de gloire, son week-end de gloire, donc tant mieux pour lui. Et bravo pour lui. Surtout à Manicourt, qui est un circuit qui est plus technique que la Hongrie, ça risque d'être compliqué. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre comment tu peux être déçu d'Hotel. Enfin, avoir des attentes envers Hotel. Mais je n'attendais rien de lui, mais en fait, il y a 3 ans en arrière, il était pas si mauvais en Supersport, donc bon, je m'étais dit finalement, il va peut-être revenir et jouer le titre, mais non, lui, c'est comme Ben Snyder au final. Il a jamais rien fait en GP. Voilà, j'attendais rien non plus de lui. On a vu l'année dernière en Superbike, il a rien fait. Bon, tant mieux pour lui, il a peut-être eu une saison de gloire il y a 2 ans. 3 ans en arrière, d'accord, mais là en fait il retrouve peut-être son niveau. C'est que la concurrence est rude en face, quoi. Ouais. Et tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, en troisième déception, moi je mettrais Rinaldi, qui pour le coup je m'attendais pas du tout à le voir pour moi c'est la vraie déception. Et par contre à l'inverse, je l'avais oublié. Là je comprends. Et la bonne surprise c'est Garcia qui le remplace par contre, qui a déjà 41 points alors que Rinaldi en avait 17, qui lui par contre montre de très belles choses. Un Garcia qui du coup vient des petits championnats espagnols et qui a fait le choix de monter en Supersport, de prendre le risque parce que comme on l'a dit, Rinaldi du coup a été remplacé Tito Rabat. Rinaldi était repassé en Supersport l'année dernière et Tito Rabat a fini par arrêter sa collaboration avec son team cette année et Rinaldi a vu une porte ouverte, il y est retourné et Roberto Garcia a intégré le GMT qui a eu le nez fin sur le choix du pilote. Garcia qui a été très très intelligent sur le fait de monter. Tu vois, à mon sens, il a été plus intelligent qu'un Johan Gimbert qui a tergiversé quand on lui a proposé des guidons dans la catégorie. C'est que Garcia, il a vu une piste pour aller s'épanouir et prendre de l'expérience. Et là, il a quand même fait 4 top 7 en 6 courses, alors que le mec, il a 19 ans, c'est un rookie. Je pense qu'à l'inverse, comme tu dis, Rinaldi, c'est une déception, mais Garcia, c'est une très grosse surprise qui peut être très intéressante. En Hongrie, là, il a fait de super choses. Il découvre les circuits. Ouais. Et il découvre les circuits, et comme tu dis, là, il fait des top 6, top 7. C'est super, ouais. D'ailleurs, j'ai trouvé sa pénalité un peu dure en Hongrie. Pour moi, c'était un fait de course. Je trouve que ça méritait pas une pénalité, mais bon. Oui, il aurait pu faire podium en Hongrie. Ouais. Donc non, c'est vraiment une très grosse surprise. Et Rinaldi, oui, c'est une catastrophe. Hein, c'est vraiment c'est cataclysmique, quoi. S'il fait 4e en Australie, complètement, alors par hasard, parce que t'as énormément d'abandon. Enfin voilà, bon, tant mieux pour lui, mais quand tu dis que c'était Cardelous, ça avait terminé aussi 8e alors qu'il a jamais rien fait non plus. Calcoba sur la Kawa, la seule Kawa, il avait fait 5e de cette course. Donc bon, Rinaldi a marqué des points, tant mieux pour lui, mais le reste du temps, il n'a pas réussi à marquer un seul point. Et il était à peu près 20e. Donc non, c'était une grosse catastrophe. Et oui, voilà, on n'en parlait même pas et ça valait même pas le coup d'en parler en fait. Et j'avais juste une question parce que je suis pas du tout le Moto E, mais Mattia Casadei, c'est celui qui était champion en Moto E. Ouais, bah c'est pareil, c'est pas glorieux non plus. Bah, il est arrivé en courte saison là. Ah d'accord. En fait, il a remplacé Kari Casulo sur la MV mais Agusta. Oui, c'est vrai. Kari Casulo est parti sur une Ducat et donc non, après non, il est pas non, il fait des top 10. Il fait des top 10 alors qu'il arrive en courte saison. Donc toi, non, tu c'est pas voulais mal. être désagréable, Bueno, je fais défiler le classement et je me dis mais tiens, c'est marrant, ça me dit rien. Mais oui, du coup, tout s'explique. Oui, après, dans ce cas-là, t'as Filippo Farioli aussi qui est 16e. Enfin, mais là, je suis pas déçu. Enfin, je suis pas surpris. T'attendais rien. Moi, tu vois, dans mes déceptions, dans la catégorie déception où tu n'en attendais rien, mais t'es quand même déçu, il y a Nicolo Antonelli. Ah oui, non, je savais que t'allais en parler. Qui est arrivé dans la catégorie, qui est 24e, qui marque 12 points. C'est l'erreur de la VR46, ce pilote, et j'en suis toujours persuadée. Tu vois. Non, mais moi, Antonelli, ça fait 10 ans que, année après année, il me déçoit, donc maintenant, j'ai plus d'espoir en lui. Maintenant, le pauvre, il a 29 ans, mais enfin, lui, c'est vraiment un des pilotes quand il est arrivé en Moto 3.
où là, ouais, je le voyais vraiment très très bien, parce que dès qu'il est arrivé, il était quand même assez bon. Et puis en Mais fait, oui, c'est ça qui est frustrant. il a jamais confirmé, quoi. Bah, c'est comme Mignot, il fait un podium tous les 3 ans, il est content. Ouais. Bon, les garçons, maintenant qu'on a un peu râlé, on va passer rapidement aux Français en Supersport. On a quand même 4 Français en Supersport avec Valentin Debise, Lucas Mayas, Corentin Perolari et Loïc Carbel. On va commencer par Valentin Debise qui fait 2 podiums, 7 fois dans le top 5, qui fait toujours des lives d'ailleurs sur YouTube toutes les semaines après les courses, qui revient point par point sur les courses. C'est très très intéressant à suivre et qui fait des vlogs d'ailleurs également sur YouTube sur tous les week-ends de course. Franchement, c'est ultra immersif, c'est vraiment très chouette de pouvoir avoir ce type de contenu pour le sport français en libre accès. Thibaut, qu'est-ce que tu penses de cette saison de Debise sur lequel on avait beaucoup d'attentes vu la fin de saison dernière où il s'est fait virer comme un chien pour Honshu justement de sa moto et de son team, et qui a un peu rejoint une Ducati un peu parce que c'est ce qui lui restait sous la main, quoi. Ouais, alors je suis assez déçu. C'est vrai que l'an dernier, il termine 4e du championnat. Cette saison, je me disais, allez, avec une Ducati, même si c'est une équipe privée, même si, comme tu dis, il est arrivé un peu au dernier moment dans cette équipe, je me suis Et là, dit, il est 7e voilà, du je me suis championnat. dit, il pourra jouer le top 5, il jouera des podiums assez régulièrement. Alors bon, il a 2 podiums, il est quand même régulièrement dans le top 5 aussi, mais j'ai l'impression, l'année dernière, il était plus proche des victoires que cette année, en fait. Donc c'est ça, pour ça je m'attendais à le voir cette année quand même 2-3 fois jouer la victoire, voire peut-être en gagner une. Et, et voilà, il est un petit peu en retrait par rapport à ce que j'attendais. Mais après, il n'est pas T'es non d'ac- plus catastrophique. T'es d'accord avec ça, Gweno? Ouais, après, quand je vois ces vidéos, j'ai l'impression qu'il est quand même, ils ont un peu de mal à s'accorder avec l'équipe. Ils ont du mal en fait, c'est toujours le problème quand tu vois les inside. Tu découvres que les pilotes ont tout un tas d'excuses, de raisons pour ne pas performer. Et quand tu le vois dans le box, déjà, t'as l'impression que l'équipe est toute petite, t'as l'impression qu'ils sont 4. Et t'as un peu l'impression qu'ils ont du mal à s'accorder sur les retours, etc. Donc ça justifie aussi peut-être je vais pas dire son manque de performance, mais moi aussi je le voyais un peu plus haut avec une Ducati. Mais ça a pas l'air d'être si simple que ça. C'est pas juste être Ducati, t'accélères et puis tu vas plus vite que les autres. Il a quand même l'air d'avoir du mal à régler la moto, etc. Donc ça explique peut-être. On va dire que l'adaptation est peut-être plus compliquée que dans d'autres teams. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et j'ai aussi l'impression que l'année dernière, il y avait un peu plus de hargne dans son pilotage. Après, c'est un ressenti purement Mais je crois qu'il l'a subjectif. dit, mais je sais plus, dans un live ou dans une vidéo, alors pas exactement ça, mais qu'il était vachement plus à l'aise parce qu'il a moto et il était un peu dans un... il avait ses repères, etc. Alors que là, il est un peu plus en difficulté, quoi. D'ailleurs, il comprenait pas parce que Ouais. je crois que je me demande si c'était pas en Hongrie où il avait fait des réglages, ça marchait pas et tout ça. Au final, il a dit bah c'est pas grave, on part avec un truc qu'ils avaient pas eu le temps de tester et ça marchait mieux. Il dit je comprends pas pourquoi ça marche. Donc je pense qu'il est Ça a été très très compliqué ouais, techniquement la Hongrie pour ouais, Debise. je crois qu'il a un peu de mal à régler sa moto, quoi. En face, il y en a un qui s'en sort pas mal avec la R9 cette année, la fameuse qui est arrivée dans le paddock. C'est Lucas Mayas, qui est toujours au GMT 94 avec 4 podiums, 8 top 5. Thibaut, ton ressenti sur Mayas cette année qui continue sur sa lancée de l'année précédente? Ouais, c'est un peu comme Debise. Je me disais, allez, il pourra peut-être viser une victoire ou deux pour faire un peu des podiums. Alors là, au final, les deux, bon, de toute façon, se suivent un peu au classement. Alors, Maya, c'est quand même devant parce qu'il a moins d'abandon. Mais ouais, c'est à peu près 5e, 6e place. De temps en temps, podium. Mais voilà, c'est un peu comme Debise. Les deux sont plus ou moins au même niveau cette saison. Pour le coup, je trouve qu'il fait une meilleure saison que l'an dernier. Il a l'air plus à l'aise que l'an passé. Pas de beaucoup, hein, Oui. mais Oui, non, mais l'an dernier, je sais plus. l'an dernier, Il c'est fait vrai quoi, qu'il l'année était plus, on va dire, entre la 7e, enfin, entre 5 et 10, Oui, c'est que ça, cette année, c'est plus Ah ouais, 5, quoi. vraiment aux alentours de la 5e c'est place. ça, ouais. Et le GMT qui a l'air de quand même, comme on l'a dit, mettre en place beaucoup de choses avec l'arrivée de Roberto Garcia. On en reparlera un peu plus tard, mais le support de Lucie Butzel dans le championnat féminin. Enfin, il y a toujours toute cette aura autour de ce team qui aide, je pense, les pilotes à aller vers le haut. On a aussi Corentin Perolari. Oula.
On a aussi Corentin Perolari. Ok. 1, 2, 3. On a aussi Corentin Perolari chez Honda qui lui a fait 4 top 10 dont 6 et 8 à Most. Lui, le concernant, on savait déjà un peu à quoi s'attendre à mon sens l'année dernière puisqu'il roulait en FSBK. Il avait fait une wildcard à Manicourt au Superbike à sa demande puisque c'est pas lui qui avait été sélectionné pour faire la wildcard l'an dernier, mais il avait fait en sorte avec Honda de pouvoir venir rouler et je pense qu'il avait complètement compris qu'il fallait qu'il se montre pour trouver une place et il avait été très très bon Corentin à Manicourt. Ça avait été compliqué pour différentes raisons mais il a été vraiment très bon sur la piste, donc il avait déjà donné un aperçu de ce qu'il est en train de faire cette année. Il a une moto, il a pas la meilleure moto du paddock, on va pas se mentir, il est quand même 17ème, mais il montre sur la piste quand même une détermination et une envie de se battre qui est assez impressionnante, et puis il est souvent dans le sur le podium des teams indépendants, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, pour moi, c'est quand même une assez bonne surprise. Je le voyais pas aussi bien. Alors, c'est pas le pilote en lui-même, c'est surtout la moto, la Honda, parce que c'est le seul pilote Honda. Enfin, quasiment, ils doivent être 3 ou 4 avec une Honda. C'est le seul qui arrive à s'en sortir, à marquer des points. Il termine 6ème en République tchèque. Donc, il a fait quand même plusieurs top 10. Donc non, c'est vraiment assez positif pour lui. La saison, quand même, pour moi, est positive pour Perolari. Bah non, mais c'est ça, en fait, avec la Honda, parce que bon, bah, les autres Honda, c'est Kaito Toba qui n'a quasiment pas marqué de points de la saison, et sa coéquipière Ana Carrasco, qui est tout simplement catastrophique au niveau. Bah, en fait, elle s'est même pas qualifiée à Most, tellement elle était en retard. Il y a 50 pilotes qui ont fait une course cette saison, elle est 49ème. Ouais, donc non, pour Ana Carrasco, c'est catastrophique. Donc c'est pour ça que Perolari à côté, quand même, il s'en sort très bien par rapport aux autres Honda. Très très compliqué pour Carrasco, comme tu le dis. Ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'en fait elle passe en petit championnat, alors franchement je me déteste d'avoir dit ça, mais elle passe en nouveau championnat, en mondial féminin, en nouveau championnat où elle dégomme tout le monde, malgré le fait qu'Herrera elle est quand même à la concurrence. Elle revient avec une confiance qui est surboostée pour au final se faire rouler dessus. Comme ça a pu être le cas en Moto3, c'est compliqué, je pense. Ouais, t'as des circuits, elle était à 5 secondes au tour. Enfin, c'est ça en fait, c'est super compliqué pour elle. Très très compliqué. Pour Perolari, en plus de ça, cette saison, il a fait une petite apparition en FSBK. Justement, Carrasco était invité aussi par Honda. Il a tout raflé, hein. Il a pas été chercher bien loin. Il a écrasé la concurrence. Donc vraiment, c'est que je pense qu'il a retrouvé une confiance et comment dire, une façon d'être à l'aise sur la moto qu'on lui voyait même pas forcément en FSBK. On le voyait déjà aux avant-postes, il était très bon, mais je pense qu'en termes de confiance et de plaisir sur la moto, ça a été décuplé par sa saison en mondial. Pour le coup, moi j'ai vraiment hâte de le voir à Manicourt, vous le voir sur un circuit sur lequel il a roulé il y a pas longtemps, etc. Ça va être intéressant à voir. Le dernier français du paddock Supersport, c'est Loïc Arbel. Loïc Arbel qui débutait en Supersport. Pour ceux qui ont écouté l'interview qu'on avait pu faire de Loïc chez Sekian Paul, il avait déjà eu l'occasion, la chance de faire quelques courses en Supersport il y a quelques années, donc il connaissait le paddock, mais là c'est sa vraie arrivée entre guillemets officielle dans la catégorie. Il roule pour le team Flambeau sur une MV Agusta. Malheureusement il a été victime d'une grosse chute à Assen qui a fait peur à toutes les personnes qui le connaissent, pendant laquelle il a perdu connaissance pendant quelques secondes. Chute qui lui a valu une double fracture du tibia, une fracture du péroné et une fracture de la main droite et un gros traumatisme crânien. Et puis tous les trucs chiants de rapatriement en France vu que c'était à Assen. Aujourd'hui il est en comment on appelle ça ? Rééducation.
en rééducation et il se remet, on a pu le voir sur ses réseaux sociaux, qui se remet plutôt bien de tout ça. De toute façon, Loïc, il a vécu plusieurs fois des grosses blessures et c'est un battant qui lâche rien et qui est fait pour piloter une moto. Donc forcément, on va le revoir très vite, j'imagine, sur une moto à Magny-Cours. Je sais pas si vous avez un avis sur les quelques courses sur lesquelles on a pu le voir, puisque ça a été quand même assez rapide. Moi, j'avais surtout l'impression qu'à Assen, avant sa chute, il avait enfin compris quelque chose sur la moto et des réglages. Il avait trouvé des petits trucs qui pouvaient lui faire passer un step dans la compétition. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que le début de saison était difficile. Phillip Island et ensuite au Portugal. Mais à Assen, comme tu dis, on sentait qu'il avait passé un peu un petit cap. Et malheureusement, il y a la blessure, très grosse blessure. Même là, en revenant, ça va être compliqué pour lui. Donc en fait, faut espérer que d'ici la fin de saison, il arrive à se remettre, on va dire, déjà être à 100% au niveau physique. Et puis surtout à se retrouver la confiance. Enfin, là, tu repars quasiment de zéro quand tu arrives comme ça à 3-4 courses de la fin de saison et que tu as été blessé pendant toute la saison. Gueno, est-ce que tu as quelque chose à Non, rajouter ? je suis globalement assez d'accord, ouais. Bon, pour clôturer le super sport et passer rapidement au championnat mondial féminin, les garçons, on fera un point sur les mercatos dans la catégorie en fin de saison, puisque c'est encore un peu flou tout ce qui se passe de ce côté pour le moment. Mais Thibaut, Gueno, c'est quoi vos attentes pour la fin de saison en super sport ? Pour moi, c'est de continuer à voir, on va dire, un peu les bastons qu'on a, en espérant qu'Amandi soit un peu plus accroché, qu'il ait un peu plus de mal à gagner les courses, pour que le championnat soit quand même un peu plus serré, puis voir d'autres pilotes gagner. Enfin, si on peut avoir des Masia, des Ben Snyder, des Mayas, de Bis qui arrivent à se battre vraiment pour les victoires régulièrement, je trouverais ça assez bien. Mais t'as vu, Gueno, j'ai pas cité Boussamo aussi. Ouais, c'est vexant. Mais il a déjà gagné, donc c'est pas grave. Voilà. Moi, j'en demande plus, mais je suis content quand même. Non, mais oui, je suis assez d'accord. Réduire les. Après, on le chou a l'air de bien marcher. Il peut embêter Mandy sur le reste de la fin de saison, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Les garçons, pour terminer cet épisode, on va aborder un sujet, un championnat que moi j'aime beaucoup, et Thibaut, je sais que tu as à cœur de le regarder tout comme Gueno. C'est le championnat mondial féminin qui ouvrait sa deuxième saison cette année, puisqu'il a été mis en place l'année dernière en 2024. C'est Ana Carrasco qui avait remporté le titre face à Maria Herrera, et des pontes du championnat comme Roberta Ponziani et Sarah Sanchez. Cette année, pour la deuxième saison, on a une troisième française qui est venue se mettre en place. On avait déjà Ornella Ongaro et Émilie Bondy. On a Lucie Boutseul qui a rejoint les deux autres avec le soutien du GMT 94. Et actuellement, après quelques courses, c'est Maria Herrera qui mène le championnat avec 172 points devant Béatrice Niella avec 163 points, Roberta Ponziani avec 112, suivi de Sarah Sanchez avec 111 et Chloé Jones avec 93 à la 5e place. Lucie Boutseul, elle est 8e avec 60 points, Ornella Ongaro 12e avec 24 et Émilie Bondy c'est 16e avec 15 points. Déjà un petit point sur le championnat, Gueno, comment se passent les choses depuis le début de saison ? C'est plus sympa que l'année dernière. Je trouve que la tête est plus bagarrée. Et puis même dans l'ensemble, on va dire de la première place. Enfin, ça varie un peu au fond des courses, mais on va dire que il y a quand même pas mal de bagarres assez serrées sur les 10 premières positions, donc c'est assez chouette à suivre. Enfin, de toute façon, il y a déjà beaucoup de bagarres l'an dernier, mais je trouve qu'on reste sur la même lignée, et c'est toujours un championnat qui est très sympa à suivre. Et en plus, c'est très cool d'avoir Lucie qui est dans le top 10 et qu'on peut voir à l'écran. C'est toujours plus sympa quand tu regardes les courses. Ouais, moi, ce que je trouve vraiment intéressant cette saison, c'est qu'on a beaucoup de pilotes qui ont progressé par rapport à la saison dernière. Faut pas se mentir, la saison dernière, quand même, on avait des gros écarts
notamment en début de saison entre le top 10 ou le top 15. Et cette saison, là, on a vu un Donington où Lucy termine 4e, elle est à 1 seconde de la victoire. Donington, C'est c'était ça, quoi, vraiment une chouette course. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, on a des filles, on a plusieurs filles maintenant qui peuvent jouer les podiums, ce qui n'était quand même pas trop le cas la saison dernière. Donc pour ça, c'est intéressant, enfin, je trouve ça bien d'avoir 5-6 filles qui ont déjà qui peuvent se battre, on va dire, pour le podium. Tout le monde progresse, les écarts maintenant sont quand même plus faibles qu'auparavant, que la saison dernière, et de toute façon, on sait très bien, enfin faut continuer comme ça, on va pas avoir un championnat avec 10 filles du même niveau tout de suite, mais peut-être que d'ici 2 ans, on aura vraiment un niveau qui aura progressé, parce que après, on sait que pour toutes ces filles, c'est quand même compliqué de s'entraîner, les budgets sont quand même petits. C'est très très compliqué financièrement. Non mais voilà, c'est très compliqué. On avait parlé avec Lucie lors du Grand Prix de France au Mans, et c'est vrai ce qu'elle nous expliquait, c'était très compliqué pour elle. Enfin, pour tout est compliqué, et c'est pareil pour toutes les filles, à part peut-être pour une Maria Herrera qui derrière a des sponsors et qui a quand même une carrière autre. Maria Herrera, c'est surtout son père qui est derrière, puisque c'est quand même grâce à lui qu'elle a pu se faire une place l'année dernière. Elle n'était pas prévue au championnat et elle s'est rajoutée en dernière minute. Et puis bon, voilà, elle a quand même derrière aussi, je pense, des sponsors par rapport à sa carrière, tout ce qu'elle fait aussi en Moto E, enfin, ou est-ce qu'elle est quand même toujours en Moto E cette saison. Mais derrière toutes les autres filles, en fait, c'est la galère. Et en fait, moi, je trouve ça beau de voir des filles qui n'ont rien, mais c'est juste par passion. Ils sont c'est des teams de 2 ou 3 personnes. Et puis bon, allez, on fait ce qu'on peut. C'est un peu le Continental Circus des années 70, quoi. T'as rien, quoi. T'as juste t'as un bout de camping-car, et puis tu fais comme tu peux. Ouais, et puis il y a un vrai besoin de sponsors pour les pilotes dans la catégorie, comme tu l'as dit Thibaut. On a des pilotes qui se sont démarqués l'année dernière, comme Roberta Ponziani ou Sarah Sanchez, qu'on avait déjà vu aux avant-postes. Mais il y en a une particulièrement, moi, qui m'a impressionnée depuis le début de saison, c'est Beatrice Nella, qui rayonne cette année et qui arrive à aller à la bagarre, qui est une pilote qui a l'air tellement... t'as envie d'avoir de l'empathie pour elle, tellement elle est souriante, elle a l'air heureuse d'être là et de se battre sur sa moto, mais par plaisir, et qui fait une très bonne saison, puisqu'elle est à 163 points, elle est capable d'aller se battre avec Maria Herrera, elle est toujours dans le groupe de tête, donc ça pour moi c'est la très bonne surprise de la saison, en plus de Roberta Ponziani et Sarah Sanchez qui sont là depuis quelques temps. Je sais que Tyler Relf fait des très bonnes choses. Je suis pas du tout sûre que ça se prononce comme ça. Elle m'en voudra pas parce qu'elle écoutera sûrement pas l'épisode, mais qui est une très bonne pilote aussi. Du côté des Françaises, t'as aussi Chloé Jones qui fait une super saison. Qui a fait 3 podiums. Et qui vraiment... Ça, c'est des nouvelles, c'est des nouvelles aussi dont on entendait moins parler l'année dernière. Comme tu le disais, c'est des pilotes pour qui c'est compliqué. Elles viennent du monde entier. En fait. Il y a des pilotes de toutes les nationalités. Par rapport à d'autres championnats où on tourne un peu sur les nationalités, là, il y a vraiment un paquet de nationalités différentes. Moi, c'est un truc qui m'a toujours plu quand il y a des... De voir, t'as une Chilienne, t'as une Mexicaine, une Sud-Africaine, et c'est vrai, c'est bien, une Néo-Zélandaise. Enfin, ça permet quand même d'avoir vraiment des pilotes un peu de partout. Il y a une Chinoise aussi, ce qui est assez rare. Non, c'est vrai que c'est chouette. T'as une Tchèque. C'est vrai que c'est bien. Et puis comme tu dis, là, le championnat est quand même très serré devant, parce que qui aurait pu croire en début de saison qu'après 8 courses, tu aurais seulement 9 points d'écart entre Maria Herrera et Beatrice Neyla. Neyla, elle a vraiment fait un step. Elle allait gagner facilement. Elle a vraiment fait un step par rapport à l'année dernière, c'est assez impressionnant. Moi, je ne cache pas que j'espère que Neyla ira chercher le titre, parce que Herrera, je l'aime beaucoup, mais Neyla, vraiment, c'est mon coup de cœur cette saison par son pilotage. Et puis, elle y va, en fait, elle attaque. Enfin, ça freine fort, ça attaque fort avec des R7. Faut quand même essayer d'en faire quelque chose de ces tracteurs. Donc, c'est quand même ultra intéressant à voir. Du côté des Françaises, comme je le disais, on en a 3. On a Ornella Ongaro, qui est celle, à mon sens, dont on parle le moins. Et qui se montre le moins, même si elle essaye de faire de la com autour de sa saison, et qui est... qui s'est blessée, qui s'est malheureusement blessée là,
en Hongrie, donc je sais même pas si elle va être à Manicourt. Ornella, elle a fait 2 top 8 à Donington. Elle, bon, c'est sûr, elle est plus ancienne, je pense que ça va être la plus ancienne du plateau. Elle a 36 ans. Quand on parlait des galères, enfin, pendant 10 ans, elle a arrêté la moto, quasiment. Elle est revenue l'année dernière, donc elle a pas piloté, elle a pas fait de course pendant 10 ans. Donc, ouais, ça montre, on va dire, quand on dit que les pilotes ont quasiment rien. Ornella Hongaro, je crois qu'elle s'entraîne même pas vraiment en dehors des courses. Enfin, elle peut même pas trop s'entraîner. Donc, c'est sympa aussi comme de voir par passion, au final, parce que bon, qu'est-ce que ça peut rapporter tu fais pas ça pour la gloire, hein, donc c'est bien de voir aussi une pilote à son âge qui continue et qui essaye de toujours être à haut niveau. Ouais, et puis c'est ce qu'elle dit, c'est que elle, là, son gros enjeu cette année, en dehors du fait qu'elle peut pas trop s'entraîner parce qu'elle a pas énormément de sponsors et de partenaires, c'est de retrouver la forme physique qu'elle avait il y a quelques années quand elle a fait des belles choses dans les années 2010. Et en face d'elle, on a 2 pilotes qui sont plus nouvelle génération, entre guillemets, et qui ont un peu plus les codes pour trouver des sponsors et des partenaires. On a Émilie Bondy, qui se place 16e, qui a marqué 15 points, qui fait une saison compliquée, finalement. Ouais. On a vu en début de saison, on avait l'impression qu'elle s'améliorait et qu'elle avait trouvé des nouvelles choses. Au final, c'est très compliqué. Elle a fait des déclarations en disant qu'il y avait encore du travail et qu'il fallait qu'elle trouve le petit truc dont elle avait besoin, qu'elle était déçue elle aussi. On va pas se mentir en disant qu'on n'est pas tous déçus parce qu'on en attendait autre chose. Gwenno, comment tu le vois ce début de saison d'Emilie ? Toujours un peu compliqué, mais de juger comme ça, mais j'ai eu le même sentiment avec comment j'ai un trou de mémoire, Mallory Dobbs, avec qui elle se battait l'année dernière. Les deux ont régressé dans le classement, et je me suis fait la remarque que c'était peut-être le niveau qui avait augmenté avec les nouvelles rookies, parce que finalement Bondy, elle est très jeune dans c'est sa troisième année de compétition et de moto. Donc en fait, elle a énormément de choses à apprendre, et elle se retrouve finalement face à des rookies qui sont plus expérimentés. Donc en fait, le niveau a peut-être augmenté d'un cran, et sans dire qu'elle a du mal à suivre, il faut qu'elle progresse pour se mettre au niveau, quoi. Ouais, après c'est peut-être aussi, c'est tout bête, mais dans la tête. Enfin, t'as pas la confiance aussi. Ça peut être aussi sur le début de saison était correct, hein, avec ASN, avec une 9e, une 11e place. Mais là, c'est vrai que les 4 dernières courses, Donington et Hongrie, elle a pas marqué un seul point. Et après, c'est un peu aussi un cercle vicieux, quoi. Tu t'en sors pas, t'essayes de changer des choses, et puis ça va pas mieux, et puis voilà, quoi. Donc, faut espérer que là, pour Manicourt et Rérez, la dernière course, elle arrive à se remettre, enfin à repartir de l'avant pour à nouveau marquer des points. Elle a changé son encadrement. Elle a dit qu'elle avait pris un nouvel entraîneur. Elle a fait beaucoup de stories où elle était en entraînement, que ce soit au sport physique ou à moto, etc. Sachant qu'il y a Manicourt qui arrive, c'est un circuit qu'elle connaît, c'est une piste qu'elle connaît. Il y a toute l'euphorie de l'entourage qui vient, du coup, vu que c'est la manche nationale. Je pense que ça peut donner un coup de boost aussi, au moins au mental, pour progresser. Oui, et puis je pense, moi, voilà, c'est pas que le niveau, c'est pas parce que son niveau a régressé ou qu'elle n'arrive pas à progresser, mais c'est peut-être aussi c'est peut-être plus psychologique aussi, hein. C'est voilà, ça se passe mal, et puis t'es dans un cercle vicieux, quoi. Et il suffit de pas grand-chose des fois pour te remettre la tête à l'endroit, on va dire, ou retrouver des résultats positifs. La dernière, c'est la très 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 impressionnante Lucie Boutseul cette année, qui pour moi est la révélation sportive féminine de l'année dans le sport mécanique, qui a déjà marqué 60 points, qui réussit à aller se battre dès le début de saison pour des top 5, des top 10, qui a même réussi à aller se battre pour des top 3, top 4 sur les dernières courses, et qui montre un potentiel qui est très important, qui arrive à essayer de raccrocher les groupes de tête.
je me répète, mais pour moi, c'est vraiment la révélation de cette saison. C'est aussi ce qu'en ont montré les personnes qui commentent la compétition. Gwenno, est-ce que c'était tout aussi impressionné de Lucy et est-ce que tu l'attendais à ce niveau ? Bah, en tout cas, oui, impressionné, oui, ça c'est clair. Est-ce que je l'attendais ? Là, pour le coup, je sais pas du tout, je savais pas à quoi m'attendre. J'espérais l'avoir dans le top 10, donc je suis plutôt content. Et puis être la meilleure des rookies, ce qui, pour l'instant, je suis en train de vérifier, a l'air d'être le cas, si je dis pas de bêtises. Parce que les 7 pilotes devant elle étaient l'année dernière. T'as Chloé Jones. Non, elle était là l'an dernier. Chloé Jones, c'était pas là l'an dernier. Elle avait juste fait la fin de saison. Ah oui, c'est pour ça qu'elle est au classement, d'accord. Ok, autant pour moi. Oui, bon, bah, du coup, pas tout à fait la meilleure rookie. Mais non, enfin, en tout cas, une très belle saison. Puis Donington, c'était vraiment une super perf de sa part, quoi. Une belle qualification, une belle course. Ça laisse espérer un podium prochainement. T'es d'accord avec ça, Thibaut ? Mais Donington, c'était exceptionnel. Enfin, c'était vraiment la fin, la deuxième course. J'étais debout devant la télé à espérer le podium. Non, mais tu te dis quand même. Elle a même rien pour lâché. elle, c'est super. Tu te bats avec Maria Herrera, qui quand même a une expérience de plus de 10 ans à haut niveau. Même à très haut niveau quand même, parce que il y a 10 ans en arrière, elle se battait en Moto 3 en championnat d'Espagne face à Quartararo, face à Jorge Navarro, tout ça. Donc elle a quand même fait quelques tours, elle a déjà fait quelques courses. Et là, Lucy est arrivée à se battre avec elle, enfin contre elle. Et donc ouais, non, Donington, c'est une super course, enfin un super week-end. Et puis même depuis le début de saison, après, alors, elle fait 8e, 9e en Italie, 9e 2 fois en Hongrie. Maintenant, il faut essayer de continuer comme ça, progresser un petit peu, sera être aux alentours de la 6e, 8e place. Faut pas s'attendre non plus à l'avoir gagné ou sur les podiums tout de suite, mais après faut avoir une progression, on va dire, petit à petit, et pour ensuite l'an prochain continuer et viser les podiums la saison prochaine. Et puis c'est une pilote qui a une mentalité pour gagner. Dans le sens où tout ce qu'elle veut déjà c'est s'entraîner, c'est ce qu'elle montre et c'est ce qu'elle revendique. Et puis moi j'avais trouvé ça intéressant, c'est dans le dernier Sport Bikes, il y a une interview d'elle où il lui est demandé si elle est satisfaite de ce qu'elle fait cette saison, sachant qu'elle est rookie et que déjà faire un top 10 quand t'es rookie dans un championnat c'est quand même chouette. Où elle dit on est en mesure de se battre pour des top 5, des top 10, mais je suis pas satisfaite. Et je trouve que c'est la mentalité que t'attends d'une pilote où tu sais qu'elle va finir par gagner. Je pense aussi qu'elle s'est aperçue qu'elle est pas si loin des meilleurs, et notamment grâce au week-end de Donington, parce que c'est vrai que quand on l'avait vue au Mans, en fait elle était déjà contente, elle me disait ouais je fais des meilleurs chronos que Ana Carrasco l'année dernière, et elle était déjà contente on va dire d'être à ce niveau-là. Et en fait, la course suivante à Donington, elle se bat pour le podium. Et aujourd'hui, ouais, pour moi, elle voit en fait qu'elle est vraiment pas loin des meilleurs. Et ça, et toi, contrairement, on disait juste avant avec une Émilie Bondy, où je pense que c'est plus difficile en ce moment, elle est dans une phase, on va dire, où rien ne va, enfin, c'est plus négatif. Lucy, c'est l'inverse, en fait. Ça lui réussit. Donc là, la confiance, elle est au top. Et tu te dis, en fait, j'ai rien à envier à celles qui sont devant moi, donc tu sais que tu peux les battre, et en fait ça c'est super parce que tu progresses aussi à ce moment-là. Oui, non, c'est clair, on est d'accord. Les garçons, on a un peu fait le tour. On refera un point après Manicourt parce que je pense qu'il va se passer des choses et que la manche nationale sera intéressante. Et qu'en plus de ça, on aura plus d'infos sur l'avenir des pilotes dans les deux catégories. Est-ce que vous avez des attentes pour la fin de saison pour ce championnat féminin ? Avoir de la belle baston pour le titre. Moi, j'attends un titre pour Neyla avec impatience, et surtout j'attends un podium de Lucy, un réveil d'Emilie pour pouvoir aller... J'espère que tu prends ton drapeau français pour Manicourt. Ah mais... Et je fais faire la promo des épisodes qu'on a déjà tournés avec les filles, puisque pour ceux qui ne les ont pas encore écoutés, on a fait l'interview d'Emilie Bondy en fin 2023, début 2024, avant son passage au mondial féminin, où elle parlait de ses attentes et de sa vision du sport, et on a fait un point avec Lucy en février,
juste avant le début du championnat mondial féminin. Donc allez écouter ces épisodes, ça vous permettra d'avoir une idée un peu plus précise de la mentalité de ces deux pilotes et de leur vision du championnat féminin et de la manière dont elles abordent des courses. Mais oui, promis Thibaut, j'aurai mon drapeau français et aussi, fièrement. on n'a pas dit, mais en wildcard à Manicourt, tu as Justine Pédemonte qui sera là. C'était ma conclusion. Voilà. Ah bon, bah voilà. J'ai tout cassé. Non, mais c'est bien aussi d'avoir une Française de plus, une jeune qui aussi, ouais, elle est jeune, elle est aujourd'hui en championnat de France et je pense qu'elle peut aussi surprendre. Ah ben non mais Justine, moi je suis sa première fan. C'est une pilote qu'on suit depuis ses tout débuts en 300 en FSBK et qui a un vrai potentiel, qui est très bien encadré, qui a un team qui la soutient, qui physiquement fait tout pour se développer et mettre en place plein de choses. Donc le fait qu'elle ait une wildcard pour Manicourt, c'est une très 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 bonne chose pour elle et ça va lui permettre de mettre un pied dans le mondial et voir si c'est ce qu'elle a envie de faire l'année prochaine ou pas. Je sais que son entraîneur la pousse à faire de belles choses en France avant d'aller plus haut parce qu'il considère que c'est plus facile d'apprendre entre guillemets et de savoir contre qui tu vas te battre une fois que tu as fait tes preuves ici. Mais du coup, ça peut être très très intéressant pour elle. Ouais, mais après c'est bien parce qu'elle est jeune aussi, donc ça sert à rien de vouloir aller tout de suite en mondial. Elle vient de passer son bac. Voilà, non mais mieux vaut progresser tranquillement en France plutôt que de partir, enfin de vouloir aller trop haut et te casser les dents. Non, c'est clair, on est d'accord. Gweno, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je viendrai avec mon drapeau breton, voilà. Il voudrait juste faire signer son drapeau breton par Rémi Gardner. Quel enfer. Bon, les garçons, comme on l'a dit, on a fait le tour. C'est tout pour nous pour cet épisode. On se retrouve très bientôt, très prochainement, pour le débrief du Grand Prix MotoGP de Hongrie, qui va être une grosse découverte, autant pour nous en tant que spectateurs que pour les pilotes. En attendant, comme je l'ai déjà dit dans le précédent épisode, pour ceux qui seront au Superbike à Manicourt, on sera présent sur place. Venez nous faire un coucou, on ne mord pas et on adore rencontrer les gens qui nous écoutent. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, y compris YouTube, mais aussi Facebook, Twitter, Instagram, Discord, et là où vous avez envie de venir parler de moto. Les garçons, c'était très chouette de débriefer de ces catégories avec vous. J'ai hâte du prochain épisode et je vous dis à très vite. À bientôt, salut.